Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Survol d'Histoire. La dernière fois, nous nous étions quittés sur l'âge de la France avec 1500 ans d'âge, et qui était donc loin d'être la civilisation encore vivante de nos jours avec le plus d'années au compteur. Cette civilisation, c'est la Chine, dont la date de naissance remonte à 221 avant notre ère. Mais après, une fois de plus, attention, cela dépend de la perception de la personne. Comme quand j'ai pris dans l'épisode précédent Jean-Luc Mélenchon qui estimait que la véritable naissance de la France était le 14 juillet 1789. Pour ce qui est de la Chine, l'équivalent est le 1er octobre 1949 avec la naissance de la République populaire de Chine. Super libéral communisme. À propos, la plupart des choses qui vous entourent ont très probablement sur elles l'inscription Made in China. Mais pour les quelques objets qui restent encore, il est également très probable qu'elles comportent l'inscription Made in RPC. Et dans ce cas-là, vous vous poserez sans doute comme moi la question: Ouais, RPC, d'où est-ce que ça peut venir ça? En tout cas, pas de Chine, parce que ça serait marqué Made in China dessus. Et pourtant, RPC est l'acronyme de République populaire de Chine. Super libéral communisme. Ouais, c'est bon, on a compris. Alors, apparemment, cette variante de nom aurait été mise pour pallier à la mauvaise réputation des produits ayant marqué Made in China. Je vous laisserai vérifier ça chez vous. Mais revenons au sujet principal de cette vidéo, l'âge de la Chine, avec quand même plus de 2200 ans au compteur. C'est-à-dire que cette civilisation existait déjà à l'époque de l'Empire romain et a perduré jusqu'à nos jours. Sa naissance résulte de l'unification des différents royaumes qui se trouvaient alors sur ce qui est aujourd'hui son territoire. Cette époque a d'ailleurs un nom que je trouve assez classe, style Game of Thrones, L'époque des royaumes combattants. et on doit l'unification de la Chine à un mec qui fait partie des hommes les plus importants de l'histoire de l'humanité. Ce type est à mettre selon moi devant Napoléon, Jules César et même Alexandre le Grand, parce que son empire ne s'est pas disloqué juste après sa mort. Et cet homme, faisant partie des hommes les plus importants de toute l'histoire de l'humanité, s'appelle Qin. Il a enroulé sa kick autour du bâton. Non, 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 non! Pas Kik! Qin! Le roi Qin. D'ailleurs, ce mot, Qin, ça vous dit rien? Bon, à part Kik, je veux dire. Qin ressemble à Chine. Et c'est pas un hasard, parce qu'il a donné son nom à la Chine. Non, puis je vous laisse imaginer si le pays en face de devenir la première puissance mondiale s'appelait Kik. Ça aurait donné des dictons foireux comme quand la Kik s'éveillera. Il enroulait, il déroulait, il enroulait, il déroulait. Afin de l'assouplir, peut-être. Ouais, bon bah ça suffit maintenant, on est en train de parler d'un des mecs qui est dans le top 3 des hommes qui ont le plus marqué l'histoire de l'humanité. Après ça, c'est exceptionnel que le fondateur d'une civilisation donne carrément son nom à celle-ci. Par exemple, l'Amérique, on lui a donné ce nom-là en référence à celui qui l'a découvert. Non, pas Colomb, en tout cas pas officiellement à son époque. Car Colomb n'était pas vraiment en odeur de sainteté, si j'ose dire. Du coup, les autorités de l'époque ont décidé de ne pas donner son nom à cette Terra Nova, mais le nom d'un de ses collègues navigateurs. Ce collègue portait le nom d'Amerigo Vespucci. Amerigo qui deviendra par la suite Amérique. D'ailleurs, si ça vous tente dans le jeu Assassin's Creed 2, vous pouvez notamment vous taper littéralement la propre cousine d'Amerigo Vespucci, Cristina Vespucci. Coucou, tu veux voir? Magritte. Si des fois vous aviez l'envie de vous taper un membre de la famille d'un personnage historique ayant vécu à l'époque de la Renaissance. Mais là, ça ferait quand même de vous quelqu'un d'extrêmement bizarre. Je vous laisse quand même imaginer une seule seconde si on donnait votre prénom à un continent entier. À propos de cette histoire de nom, ça me fait toujours marrer de repenser à ce que je disais quand j'étais gamin. Oui, c'est le général de Gaulle qui a donné son nom à la Gaule. Bon allez, assez divergé comme ça. C'est donc le roi Qin qui donna son nom à la Chine et qui deviendra de par là même le premier empereur de Chine. Et il y a d'ailleurs pas de fumée sans feu. L'armée de terre cuite, c'est lui qui l'a fait constituer. Il y a même une version romancée de la découverte de cette armée par un paysan. Le mec bêche tranquille dans son champ et se retrouve nez à nez avec la tête d'un soldat antique qui le regarde quasiment dans les yeux. Voyant cette tête toute blanche sortie de son champ qui est en train de lui faire de l'œil,
Le mec la prend pour un fantôme, se fait dessus et se tire en courant. C'est d'ailleurs pas la première histoire de fantôme qui entoure l'histoire du roi Qin, mais on y reviendra plus tard. Cette fameuse armée de terre cuite est un échantillon de l'armée qui a unifié la Chine. Et comme vous pouvez l'imaginer, il a fallu une masse de monde pour réussir cet exploit. L'armée qui a constitué la Chine était composée de 600 000 hommes. En comparaison, les troupes de légionnaires romains à la même époque étaient composées de 6 000 hommes. L'armée d'Alexandre le Grand, quant à elle, si on remonte quelques années auparavant, était composée de 40 000 hommes. Et au fait de sa puissance, Napoléon ne pouvait aligner que 100 000 hommes. Je vous rappelle juste qu'on est quand même en 221 avant Jésus-Christ là. Ça vous donne une idée de ce qu'il a fallu pour créer la Chine, et je vous laisse imaginer ce que ça a dû être pour constituer et gérer tout ça. Mais comme le dit Sun Tzu dans son livre L'Art de la guerre, livre toujours utilisé dans la stratégie d'entreprise pour info, une grande armée n'est pas plus difficile à gérer qu'une petite. Tout est une question d'organisation. Il y a d'ailleurs une autre citation de cet excellent bouquin que je ne peux pas m'empêcher de vous citer, on peut quasiment l'appliquer à la vie de tous les jours. Il faut savoir paraître faible quand on est fort, et fort quand on est faible. À bon entendeur, je vous dis à la prochaine fois pour la suite de cet épisode de Survol d'Histoire.